Bonjour et bienvenue à ce speak-up qui s'intitule GraphQL for Dummies. Et je fais principalement de l'architecture logicielle orientée middleware, surtout autour de Java. Alors avant tout, un petit peu de contexte. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé à faire du GraphQL? Donc en fait j'ai fait une mission chez Airbus Defence and Space pendant à peu près un an. Et dans le département TUIP qui s'occupe de travailler sur des outils pour que les services puissent travailler en échangeant des modèles. Donc ils sont sur du MBSD, pour ceux qui connaissent, Model Based System Development. Donc TUIP cherche à faire travailler les services en travaillant sur des modèles, et ils ont pris un cas précis, donc ils voulaient faire une plateforme d'interopérabilité. La plateforme d'interopérabilité, c'est ça, ce truc-là. Et ils ont pris un cas précis, ils ont pris d'un côté, ils ont Doors, pour ceux qui connaissent. C'est un super outil qui permet de gérer les exigences. Donc c'est des lignes, vous mettez des titres, des exigences, etc. Et vous avez tout un tas de paramètres pour dire si l'exigence est couverte par quelque chose en interne, par quelque chose en externe, vous mettez des paramètres. Et donc ils sont d'un côté ça pour le suivi des exigences, et de l'autre côté, ils ont un outil de modélisation SysML. Alors SysML, pour rappel, c'est une spécialisation de UML pour faire de l'ingénierie système. Donc vous avez tout un tas d'objets, des classes, des blocs, des liens, des links. Vous représentez votre modèle, vous avez ça dans une jolie interface graphique, et vous représentez votre modèle. Eux, ce qu'ils ont voulu faire, leurs besoins, ils se sont dit, on veut automatiser le fait de couvrir les exigences de Doors, sur le modèle SysML. Ça, on le fait de manière manuelle, c'est long, c'est chiant, c'est embêtant, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on peut l'automatiser? Donc ils ont posé la question, comment on fait cette boîte verte qui s'appelle Tool. Et voilà, alors je vais vous spoiler la fin, GraphQL pour faire ça, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Mais ça, on le reverra à la fin. Donc, le plan, ma foi, très simple. Un petit peu d'histoire, la mienne surtout, un petit peu. Ensuite, on va faire un exemple d'API assez simple en REST, pour ensuite pouvoir la comparer avec GraphQL et voir les inconvénients, les avantages, les inconvénients et les avantages. Allez, c'est parti. Du coup, un peu d'histoire. Alors, premièrement, bon, c'est assez rapide, c'est pas le but du speak-up en général, mais pour faire un petit peu d'histoire, il faut parler des web services SOAP et des web services REST. Donc, moi j'ai commencé en 2011 à faire des web services SOAP, chez Orange, dans la mise à jour des firmware. Voilà, assez rapidement sont venus les web services REST, et du coup c'est devenu à ce moment-là très has-been de faire du SOAP. Et bon, moi, en mouton que je suis, comme tout le monde disait que faire du REST c'était la nouveauté, ben, j'ai fait du REST. Alors, pour les comparer, SOAP, pardon, c'est quoi? C'est un protocole. Ça permet de faire de l'appel client-serveur. En fait, on définit une API dans ce qu'on appelle un fichier WSDL, WSDL pour les initiés. C'est assez lourd, il faut écrire tout, c'est dans du XML assez compliqué à écrire. Il faut définir les types, les objets d'entrée, de sortie, chaque objet, vous encapsulez ça dans des méthodes, vous définissez tout. C'est écrire un WSDL, c'est pas facile. Le relire, voilà, c'est assez lourd. Ensuite, c'est un protocole qui définit un échange d'informations en XML. Vous pouvez faire le transfert, le plus souvent on le fait en HTTP, je pense que c'est ce que tout le monde fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire dans d'autres protocoles type SMTP. Les avantages, ben, comme on passe par un WSDL, vous êtes indépendant du protocole de transport, vous êtes indépendant du langage, vous êtes indépendant de la plateforme. Les inconvénients, alors du coup vous avez un fort couplage client-serveur, parce que typiquement dans Java, si vous faites du WSDL, il faut faire, pour ceux qui connaissent du WSDL tout Java, vous générez tout un tas de classes, des interfaces, des stubs, des classes de données. Ces classes tout ce que vous générez pour pouvoir faire l'appel client, pour pouvoir exposer le serveur, pardon, et faire l'appel client, il faut généralement le mettre dans une librairie que vous partagez pour que ce soit connu côté client-serveur. Donc c'est assez lourd, avec le WSDL, etc. Pour faire votre exemple Hello World, pour exposer votre premier web service en SOAP et pour faire le client qui l'appelle, voilà, vous êtes content quand à la fin vous avez réussi parce que c'est pas immédiat. C'est lourd,
pour toutes les raisons que je viens de donner. Ensuite, pour tester, pour ceux qui ont fait du SOAP UI, qui est un outil qui permet de tester des web services SOAP et REST, quand vous devez écrire le XML entre le client et les serveurs, pareil, c'est pas facile. Vous ne l'écrivez pas comme ça de tête, il faut aller chercher, où est-ce que c'est, machin, etc. Donc ça, c'est un peu les critiques que l'on fait au SOAP. Ensuite, les web services REST. Ce qui est important, c'est pas un protocole, c'est un style d'architecture, d'appel client-serveur. On définit une API qui est de type CRUD, donc Create, Read, Update et Delete. Et vous définissez cette API de CRUD sur des ressources, et chacune de ces ressources, vous l'identifiez via une URL. L'échange d'informations, vous pouvez le faire en XML, en JSON, en plein d'autres trucs. Et vous utilisez les verbes HTTP, donc get, post, delete et put, comme identifiant des opérations CRUD. Les avantages, du coup, il y a un faible couplage client-serveur. Vous ne passez pas par toute cette génération de code pour le client et le serveur. Là, vous avez un serveur REST dans un navigateur. Vous tapez votre requête dans la barre d'URL, ça passe nickel. Vous n'avez pas de surcouche à HTTP. Vous utilisez directement l'HTTP. L'inconvénient, ça reste quand même dans la philo limité aux opérations de type CRUD. Et c'est là où, moi, j'ai l'impression, on fait des API REST qui vont plus loin que ça. Donc on détourne un petit peu le reste. Normalement, vous devriez faire que du create, du read, de l'update et du delete, pour du post, du get, du put et du delete. Donc au final, l'opposition entre REST et SOAP, moi je la comprends pas très bien. On a voulu les opposer alors que c'est pas la même chose. Le SOAP, pour moi, c'est plus lourd, mais ça adresse des besoins plus larges. Le REST, c'est plus léger, mais ça adresse des besoins plus précis. Donc, bon, je pense que c'est un peu la mode. J'ai suivi la mode moi aussi, hein, j'ai pas honte de le dire. Du coup, moi, l'opposition REST et SOAP, finalement, ne m'intéresse pas tellement. Je trouve que l'opposition entre REST et GraphQL va être beaucoup plus intéressante. Donc ensuite, je vous propose, on va faire du REST. Et pour ça, on va prendre un modèle assez simple que tout le monde a fait au moins 40 fois dans sa vie depuis le début de ses études jusqu'à aujourd'hui. Donc, on prend un client. Un client, il a quoi? Il a une liste de commandes. Cette commande est rattachée à un seul client. Donc, vous avez le lien à la cardinalité. La commande, elle a une liste de produits. Cette produit, je n'ai pas fait la bidirection parce que j'étais feignant et j'avais pas envie. Le produit, chaque produit, on se met dans un cas simple où un produit est fourni que par un seul fournisseur, ce qui n'est pas vrai, mais bon, on va essayer de faire l'exemple un peu plus simple. Et un fournisseur fournit un ensemble de produits. Et donc, on va essayer de s'attaquer à cette API REST, de montrer l'API REST correspondant pour ensuite la comparer à GraphQL. Donc, comment on fait ça en REST normalement? On va se focaliser sur le read. Dans un premier temps, on laissera le C, le U et le D du CRUD pour plus tard. Donc typiquement, on va implémenter des méthodes de ce type-là. Hop là, si vous voyez le pointeur laser. Donc HTTP, en GET, en HTTP, host, port, / commande, ça récupère la totalité des commandes. Vous voulez récupérer une commande particulière, / commande au pluriel, /1. J'ai récupéré la commande d'ID 1. Produit, je vais récupérer le produit d'ID 50, / produit au pluriel, /50. Je vais récupérer le fournisseur d'ID 100, pareil. Et ça, pour tous les objets, vous avez du CRUD pour chacun des objets. Donc, prenons un exemple particulier. Je veux récupérer les noms des fournisseurs des produits d'une commande. Donc, mon point d'entrée, c'est commande. Je vais récupérer, traverser pour aller voir tous les produits, et pour tous ces produits, voir le fournisseur de chaque produit, et je vais récupérer que son nom, pas plus. Je veux rien d'autre, juste son nom. Comment on fait ça? Première requête, je récupère la commande d'ID 1. C'est mon point d'entrée. Ça me permet de récupérer du JSON. Je récupère un ID, je récupère la liste des produits de la commande. Comme il y a le lien vers le client, je récupère également les informations du client. J'en ai pas besoin à ce moment-là, mais ça vient avec. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai la commande. J'ai les produits, à partir de la commande. Là, j'avais 2 produits. Pour chacun des produits, je fais une requête sur le produit d'ID correspondant, / produit au pluriel, /50. Ça, c'est ma deuxième requête. Enfin, ma troisième, pardon, parce qu'il y a l'autre produit aussi. J'ai récupéré, du coup, un ID.
et un ID de fournisseur. Je récupère aussi d'autres choses dans chacun des éléments, mais j'ai juste mis l'ID pour que ce soit plus simple. Je récupère l'ID et tous les autres éléments, et je récupère mon fournisseur, qui est un ID 100. Ça fait 3 requêtes. Je récupère du coup ensuite le fournisseur d'ID 100. Donc pareil là, 2 requêtes pour le fournisseur du premier produit, pour le fournisseur du second produit. Là, du coup, je récupère mon fournisseur, qui est monsieur Guillaume Perret, qui habite au 5 rue Paulin Talabot, avec sa boîte postale, sa ville, et du coup, comme il y a la bidirection, je récupère également tous les produits de ce fournisseur. Juste l'ID, c'est du lazy loading. Là, j'ai fait 5 requêtes pour récupérer le nom des fournisseurs des produits de ma commande. Alors, du coup, il y a 2 problèmes qui se posent avec cette API REST. C'est du coup, on va avoir de l'underfetching. C'est-à-dire que pour chaque requête, j'ai la petite pierre blanche qui va me permettre de continuer à faire mes requêtes, mais je ne vais pas avoir les données, tout de suite les données dont j'ai besoin. J'ai de l'underfetching. J'ai aussi de l'overfetching. À la première requête, j'ai récupéré le client. Ça ne m'intéresse pas, le client. J'en ai pas besoin. Je récupère un bloc client avec un ID, des infos, son nom, son prénom, etc., plein d'autres choses. J'en ai pas besoin. Donc, ces 2 problèmes, pourquoi je les souligne? Parce que GraphQL, justement, va se positionner dans le fait qu'il va solutionner ce problème d'underfetching et d'overfetching. Qu'est-ce qu'il y a, Marine? Qu'est-ce qui te gêne? Dis-moi, vas-y, exprime-toi. Rien? Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il est pourri mon exemple? Tu as un petit peu raison, ouais. Il est pourri mon exemple. Parce qu'en fait, on pourrait faire quelque chose comme ça. Et c'est généralement ce qu'on fait dans les projets. Du coup, je peux faire une requête, slash commande au pluriel, slash 1 pour avoir la commande d'ID 1, slash produit pour récupérer tous les produits de cette commande, slash fournisseur pour récupérer chaque fournisseur de chaque produit. C'est cool. Cette requête, elle répond à mon besoin. Très bien. Par contre, il y a des inconvénients. Pour moi, je trouve que ça fait un peu usine à gaz. Parce qu'en fait, pour chaque besoin, vous allez avoir une URL comme ça, avec des paramètres, 2-3 paramètres par URL, etc. Et vous allez vous retrouver avec plein de requêtes partout, chacun pour un besoin très très précis. Donc il y a un petit peu un côté usine à gaz. D'ailleurs, il y a un mois, je l'ai vu ça. Sur un projet, on m'a demandé de faire une petite estimation pour une évolution. Côté Thales Alenia Space, il y avait une requête REST qui passait avec quelques trucs. Vincent Amonio, qui travaille ici, m'a dit « T'inquiète pas, je sais tu vas pouvoir voir les appels REST qu'il y a. » Il m'a dit « Va voir le Swagger, il y a tout ce qu'il faut. » Il m'a montré Swagger. Et Swagger, là, il y avait des dizaines et des dizaines de requêtes REST, avec de toutes les couleurs différentes, parce que Swagger les met de couleurs différentes selon que c'est du post, du get, machin. Et il y en avait plein, elles étaient regroupées par type, qui étaient très semblables, avec un paramètre un petit peu différent à droite, à gauche, etc. Mais au final, quand j'ai regardé ça, il m'avait dit « Ouais, t'inquiète pas, c'est facile. » Et c'est pas facile de rentrer dedans, dans toutes ces requêtes. Comment elles sont appelées. Sur la réponse d'une requête, une autre requête est appelée, c'est laquelle, c'est machin, on fait le paramètre. Il y a un côté un peu usine à gaz. Et ensuite, là, on ne fait qu'une seule requête, on n'en fait pas 5, donc le problème d'underfetching est résolu, mais on a toujours un petit peu le problème d'overfetching. Parce que là, en fait, quand je récupère le fournisseur, moi, je veux juste le nom, mais je récupère tous les autres infos de mon fournisseur, monsieur Guillaume Perret. Alors que, non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon cas d'utilisation. Alors, du coup, maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Voyons voir comment on va faire ça en GraphQL. Donc, GraphQL. Excusez-moi. Donc, GraphQL, c'est créé par Facebook en 2012. C'est open source en 2015. C'est un langage de requête d'appel client-serveur. Le principe, c'est qu'on va définir un modèle et une API fortement typée qui vont être connus côté client, côté serveur. Et là où GraphQL amène quelque chose de super fort, c'est que c'est le client qui définit la requête de la structure qu'il veut en réponse. Donc, ça, c'est super important. Et le serveur, il renvoie cette structure de données. Il renvoie ni plus ni moins. Tu m'as demandé une structure de données avec tel champ, etc., telle donnée. Voici les données, je t'en donne pas plus parce que c'est ce que tu m'as demandé. Du coup, pas d'overfetching, pas de underfetching. Du coup, comment il fait ça? Reprenons le même exemple. Client, commande, produit, fournisseur. Du coup, on va définir un modèle. Ça, ce modèle, ça, c'est dans les fichiers GraphQLS ou GraphQL.
GraphQLS, je crois. C'est indépendant du langage. Donc vous pouvez le faire en Java, en Node.js, ce que vous voulez. Donc on va définir des types. Donc on va définir un type client. Il a un ID, tout un tas d'autres paramètres que je n'ai pas mis. Et là, une liste de commandes. Une commande, elle a un ID, un client, pardon, et une liste de produits. Un produit, il a un ID et une liste de fournisseurs. Du coup, j'ai toutes les bidirections. Et finalement, le fournisseur, il a un ID, un nom, une adresse, un code postal, une ville et une liste de produits pour aller dans l'autre sens. Donc ça, on a notre modèle. À partir de ce modèle, on va définir une API. Donc c'est là où le vocabulaire est important. On va définir ce qu'on appelle des queries et des resolvers pour répondre aux reads. Et on va créer des mutations pour répondre aux create, update et delete. Donc typiquement, voici le fichier d'API. Et du coup, je vais définir des queries. Mes queries, c'est mon point d'entrée dans le modèle. C'est par où est-ce que je vais rentrer. Donc je vais rentrer côté client, en filant l'ID du client. Je vais rentrer côté commande, en filant l'ID de la commande, ou produit, ou fournisseur. Et à côté, j'ai l'équivalent en mutation. La mutation, je vais la laisser pour plus tard. Comme je vous l'ai dit, on verra ça un peu à la fin. Ce n'est pas le plus important. La vraie chose qu'apporte GraphQL, c'est sur les queries. Je pense. Et bon, là, je vous ai mis un pseudo-code Java, parce que j'ai enlevé des mots-clés, parce que ça prenait trop de place. Mais voilà, l'important, c'est pas que ce soit en Java, vous pouvez le faire dans n'importe quel langage de programmation avec la librairie qui l'implémente. Donc, on va définir un point d'entrée, c'est ma query commande, qui renvoie un objet du modèle. Donc, mon commande DTO, ça va correspondre à ma commande. À partir de là, GraphQL, lui, il va vérifier s'il est en mesure, à partir de ce point d'entrée, de cette commande DTO, de pouvoir satisfaire une requête sur la totalité des liens que vous avez définis dans votre modèle. Donc, grosso modo, sur votre commande, il va aller vérifier si tous les getters et les setters sont là pour renvoyer les objets, les champs, pardon, les paramètres de votre modèle. Si il ne trouve pas le getter dans l'objet de votre modèle, il va aller chercher s'il y a un résolveur pour répondre à ce besoin. Alors le résolveur, c'est la pierre angulaire de GraphQL, c'est ce qui va permettre, c'est la méthode qui va permettre d'être appelé ou non selon ce que votre client vous a demandé en entrée. Typiquement, la requête vous a demandé une commande avec les infos de la commande, mais il n'a rien demandé sur le produit. Le résolveur qui, normalement, vous permet d'aller récupérer les données sur le produit, elle ne va pas être appelée. Il n'y a pas besoin. Donc, ce qui est fondamental en GraphQL, c'est que selon ce que vous mettez en entrée de votre requête, les données que vous demandez, la quantité de code qui va être exécutée côté serveur va être différente. Tout ne va pas être exécuté. On va exécuter juste ce dont on a besoin. Donc, plus vous découpez votre serveur avec des résolveurs qui s'auto-appellent, en fait, plus vous allez avoir un temps de réponse fort côté serveur, enfin bon côté serveur, puisqu'il va juste appeler ce dont vous avez besoin. Donc, typiquement, ici, on va dire ma query, la commande, elle me permet de rentrer, mon point d'entrée de rentrer sur ma commande, de récupérer la commande d'ID 2, 1, on a pris un tout à l'heure, l'ID 1. Il va vérifier qu'il peut avoir tous les champs. Il voit que produit, c'est un objet complexe. Et dans l'objet du modèle commande, il n'y a pas une méthode getProduit. Donc il dit, ça doit être un résolveur alors. Donc il va aller chercher un résolveur. Et c'est pour ça que nous, on a défini un commande résolveur. Et dans ce commande résolveur, il y a deux méthodes. Il y a getProduit et getClient. GetProduit, c'est le résolveur qui va nous permettre d'aller sur produit. Et getClient, c'est le résolveur qui va aller sur client. Ils vont être appelés ou pas. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut aller chercher les autres. Donc si on veut pouvoir parcourir la totalité du modèle, parce que ce que je n'ai pas dit là, c'est que si on fait juste ça, en Java, on démarre le serveur, il vous dit hop, 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 non, il me manque tout un tas de résolveurs pour répondre à ton besoin. Je ne peux pas parcourir la totalité de ton modèle avec ce que tu viens de me filer, il me manque des méthodes. Donc soit tu rajoutes des getters dans tes DTO, soit tu me donnes des méthodes dans tes résolveurs que je vais pouvoir appeler pour aller récupérer les infos. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque un client résolveur qui a une méthode getCommand au pluriel. Il manque un produit résolveur qui a une méthode
getFournisseur au singulier. Et il y a un fournisseur resolver qui renvoie une méthode getProduit au pluriel. Avec cette query et ces 5 resolvers, GraphQL est en mesure, à partir du point d'entrée commande, de vous donner toutes les données que vous voulez selon les paramètres que vous avez mis en entrée. Et du coup, là, il va appeler les resolvers ou pas, selon ce que vous avez demandé. Prenons l'exemple. Du coup, je fais ça, ce qui est à gauche là, c'est ce qui part dans votre navigateur. Sur une ligne dans la barre d'adresse, sur votre serveur, c'est ce que vous demandez. Donc là, typiquement, je demande, je veux la commande, je veux partir du point d'entrée commande, c'est ma query, et je veux la commande d'ID 1. Et je veux, sur cette commande, récupérer l'ID, juste l'ID. Et bien à ce moment-là, c'est uniquement le code de la query commande qui va être appelé. Je vais plus loin, je demande produit, parce que ce que je veux faire, c'est déclencher dans commande resolver la méthode getProduit au pluriel. Alors ça, pour vous l'indiquer, ça ne marche pas. Parce que dans GraphQL, vous devez précisément donner chacun des paramètres que vous voulez. Donc vous ne pouvez pas mettre produit, genre je les veux tous. Non. GraphQL, vous devez nommément les donner un par un. Donc ça, la requête, elle partira même pas. Vous aurez un invalide syntaxe, offending token, machin, etc. Donc en fait, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Là, j'ai demandé, pareil, de partir de ma commande ID 1, je vais récupérer l'ID, et j'ai demandé en plus la liste des produits de cette commande. Ben à ce moment-là, en plus de la query commande, je vais avoir le résolveur de commande qui va être appelé, et qui va pouvoir me donner les paramètres du produit. Donc là, j'ai du code en plus qui a été exécuté pour répondre à ma requête. Et ce code en plus m'a donné juste les paramètres en plus pour répondre à mon client. Du coup, après, on déroule. À partir de produit, je peux aller chercher le produit resolver qui me donne getFournisseur au singulier. Donc là, j'ai 3 méthodes qui ont été appelées. Et à partir de là, je peux dérouler, c'est-à-dire là, j'ai récupéré l'ID, je peux récupérer le nom. Donc là, j'ai un deuxième fournisseur, Geoffrey Greber. Je vais récupérer l'adresse. Bon, là, j'ai pas mis les 2 résultats à droite pour un souci de place. Donc là, je récupère l'ID, le nom, l'adresse. Je récupère le code postal. Je récupère la ville. À chaque paramètre que je rajoute, il me le rajoute. Je ne l'ai pas demandé, il le supprime. Donc, maintenant, continuons là-dessus. Là, on a implémenté à partir du point d'entrée de commande et on a mis tous les resolvers. Si on veut pouvoir rentrer sur n'importe quel objet du modèle, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai juste à rajouter les queries correspondantes. Si je rajoute la query client, ça me permet d'avoir ce point d'entrée. Est-ce que j'ai besoin de rajouter des resolvers? Non, ils sont déjà là. Les resolvers vont être appelés, peu importe d'où vient la requête. Si je prends le produit resolver, qui me donne des fournisseurs, le produit resolver qui donne des paramètres du produit. Si la requête elle vient de commande ou de fournisseur, le produit resolver il s'en fout. Il reçoit la requête, d'où ça vient, il répond. Donc là, juste en rajoutant la query commande, avec les resolvers qui existent déjà, je les ai déjà tous faits, je peux, à partir de client, de la même manière, parcourir la totalité du modèle. Je n'ai pas besoin de resolver supplémentaire. Je rajoute juste la query produit, donc la méthode, et je rajoute la query fournisseur. Là, je peux rentrer par n'importe quel point d'entrée de mon modèle, et avec les mêmes resolvers, parcourir la totalité du modèle. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire avec ça côté Airbus Defence and Space? Ben, en fait, ça nous a permis, ici, là, de faire un serveur GraphQL dans lequel on va définir le type requirement, le type exigence. Qu'est-ce que c'est une exigence pour Doors en termes de GraphQL? Et on a pu faire une API CRUD dessus. Donc créer, modifier, faire du CRUD sur ces objets requirement. De l'autre côté, ici, on a pu modéliser en termes GraphQL ce que c'est que les objets d'un modèle, et les objets et les liens d'un modèle SysML. Donc les blocs, les classes, les liens, les machins, les bidules, etc. Et faire une API de CRUD dessus. Et du coup, ici, dans notre plateforme d'interopérabilité, on a pu
faire aussi un modèle qui aspire les modèles. On n'a pas besoin de les redéfinir puisqu'on peut aller les chercher en remote sur les autres serveurs GraphQL. Ici, on a pu modéliser les liens en termes de GraphQL entre des exigences qui couvrent des éléments SysML et la bidirection des objets SysML, est-ce qu'ils sont couverts par une exigence? Et surtout, on a pu modéliser le fait de conserver ces liens entre les exigences et les objets du modèle dans une base de données Neo4j. Une base de données Neo4j, c'est une base de données orientée tuple qui permet d'associer des bulles. Cible, association, source, cible, target. Donc, ça a plutôt bien marché là-dessus. On a pu modéliser et faire des liens entre des objets entre des systèmes assez hétérogènes qui n'ont rien à voir, Doors et Cameo, pour faire du SysML, ça n'a rien à voir. Quelques trucs divers. En GraphQL, donc vous avez les queries, les mutations, vous avez aussi les subscriptions. Je ne les ai pas utilisées, mais c'est assez intéressant. Pour ceux qui ont fait du SNMP, ça correspond au SNMP Trap, c'est-à-dire vous vous abonnez et vous êtes notifié sur un changement du système. Donc ce n'est pas vous qui faites des requêtes, vous êtes notifié. Je ne les ai pas utilisées, à voir si ça marche bien. Vu que dans le client, vous pouvez changer, vous pouvez customiser votre requête paramètre par paramètre, sous-champ par sous-champ, etc., c'est assez difficile d'implémenter la gestion d'un cache. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile que de le faire en REST. Vous pouvez faire de la pagination. Donc GraphQL, la documentation officielle, vous donne des infos. Vous pouvez faire de la pagination de type limit offset, ou vous pouvez faire des cursor based. Les deux marchent bien selon ce que vous avez besoin. C'est plus ou moins facile selon la librairie que vous utilisez, le langage que vous utilisez. Il faudra quand même coder des trucs à la main. Mais ça marche plutôt bien. Autre chose, on a ce qu'on appelle la notion de filtre. Ce n'est pas la même chose que les paramètres que vous mettez en entrée de votre méthode pour identifier un élément. Typiquement, dans votre query commande, vous voulez la commande d'ID 1, ça, c'est pas du filtre. Ça, c'est vous demandez d'identifier un élément, et à partir de cet élément, vous allez récupérer des données adjacentes. Mais sur ces données adjacentes, vous pouvez, dans l'API, donner des filtres pour qu'une fois qu'on a récupéré la totalité des données, quand vous la récupérez, vous filtrez sur des regex, ce genre de choses, pour récupérer moins de données parce qu'il y a des données qui ne vous intéressent pas. Mais la différence importante à comprendre, c'est que sur un filtre, ça ne va pas limiter l'appel des résolveurs. Ça, c'est vraiment les paramètres dans votre requête client qui va les définir. On va appeler tout ce que vous avez demandé, et juste avant, au niveau du serveur, de renvoyer les données, on va filtrer selon ce que vous avez besoin, parce qu'il y a des données que vous ne voulez pas. Là, dans les exemples que je vous ai donnés, les données en JSON apparaissent, les données apparaissent. Normalement, elles sont encapsulées dans un bloc data. Pour la présentation, j'ai enlevé ce bloc data. Donc, vous avez toujours dans votre réponse les données qui sont dans data. Au même niveau que data, vous pouvez avoir un bloc exception. Le bloc exception, typiquement, si à l'exécution d'un query, d'un résolveur, d'un sous-résolveur, ou etc., il y a eu une exception, mais cette exception n'a pas fait planter la requête, et bien cette exception, vous allez la retrouver dans le bloc exception, mais vous allez quand même avoir des données dans votre bloc data. Donc la bonne pratique, c'est quand vous récupérez des données, vous allez d'abord regarder ce qu'il y a dans exception, et après vous allez regarder ce qu'il y a dans data. Une petite librairie qui était sympa, que j'ai trouvée bien faite en Node, c'est une librairie qui s'appelle, en Java, c'est une librairie qui s'appelle Node, qui est faite par American Express, et qui permet donc c'est un client GraphQL qui génère automatiquement les requêtes à partir du modèle. Donc vous n'avez pas à écrire les queries. Lui, il génère tout, il vous donne un framework qui permet d'appeler toutes les requêtes, vous n'avez pas besoin de les faire, et il les génère toutes. Ce qui pose un peu des problèmes, il a une limitation, parce que quand vous générez tout, s'il y a une bidirection, il part en boucle infinie. Donc, mais ils ont dit qu'ils allaient le corriger. Donc, on verra bien. Prenons un autre exemple de query, pour enfoncer le clou. Là, je veux partir à partir de client. Je veux récupérer le client d'ID 1000, et je veux récupérer son ID. Donc, je mets ID. Je dis que je vais aller récupérer la commande. Du coup, ça appelle dans client résolveur la méthode getCommand au pluriel. Là, j'ai récupéré mes commandes.
je veux l'ID. À partir de commande, je vais faire la bidirection vers client. Ça ne sert à rien, c'est juste pour l'exemple. Mais c'est pour montrer qu'on peut le faire. Et il faut que je m'arrête là, parce que là, je peux continuer en infinité et partir dans une boucle infinie. C'est d'ailleurs le problème d'American Express, de sa librairie, c'est ce qu'elle fait. Donc, à partir de client, je suis parti à commande, j'ai l'ID. J'appelle, du coup, dans command resolver, la méthode getClient au singulier. Je suis remonté d'un niveau. Là, je demande que l'ID, je ne vais pas plus loin. À partir de commande, je demande produit. Donc, dans command resolver, c'est le getProduit au pluriel. Je demande l'ID. À partir de là, je ne peux pas faire la bidirection parce que je ne l'ai pas fait. Dans produit, je vais récupérer, dans produit resolver, je vais récupérer getFournisseur au singulier. Et là, pour le fournisseur, je demande l'ID, le nom, l'adresse, le code postal et la ville. Et pour terminer le parcours du modèle en entier, je redemande le produit. Ça ne sert à rien, mais c'est pour montrer. Du coup, là, j'ai tout demandé. J'ai déclenché la totalité des résolveurs et j'ai mes données. Les mutations. Alors, les mutations, il n'y a pas cet aspect de résolveur, etc. Mais pour vous montrer comment ça marche, vous définissez du coup une API, donc un objet de type mutation qui s'appelle createClient, et on va lui donner des inputs. Donc ça, c'est un objet particulier du modèle. C'est une particularité de GraphQL. Les objets que vous utilisez en entrée de vos requêtes, vous ne pouvez pas les utiliser en entrée de vos mutations. C'est comme ça. Les objets en entrée de votre mutation, c'est des objets de type input, alors que les autres, c'est des objets. Donc là, j'ai fait une mutation createClient, avec un client, un input client, avec juste un nom et une adresse. Et ça me renvoie un objet de type client, donc de mon modèle dont je connais. Ça, du coup, ici, il y a la mutation, la partie du bas là, c'est ce que vous mettez dans votre requête. Donc de la même manière que vous mettez query, etc. pour faire votre requête, vous mettez cette mutation-là, donc create client, je veux créer un client, qui a un nom, kidam, qui a une adresse là, et vu que ça me répond à un objet de type client, je suis obligé de donner les paramètres que je veux de ce client-là, de manière précise. C'est le retour de ma requête. Et là, je dis, je veux l'ID, le nom et l'adresse, pour vérifier. Donc ça nous a permis de faire ces mutations vont nous permettre de faire le create, l'update et le delete. Pour terminer, sur le GitLab de Sud-Ouest S2IFR, il y a un exemple sur cette URL-là, qui s'appelle GraphQL Java Demo. C'est un composant Spring Boot qui utilise, donc Java Spring Boot qui utilise une librairie qui s'appelle Java Kickstart, qui est la librairie de référence pour GraphQL en Java. Et ce composant GraphQL vous permet de gérer, de manipuler des fichiers Excel. Donc vous avez un modèle du même principe que ce que je viens de montrer, avec un workbook, des sheets, des rows et des cells, des bidirections dans tous les sens. Et vous avez tout un tas d'API, de create workbook, donc cru de workbook, cru de sheet, cru de row et cru de cells, et tous les objets qui vous permettent de manipuler ces objets et lire, écrire des fichiers Excel. Donc l'exemple, tout ce que je viens de montrer là, vous pouvez le retrouver là. Vous pouvez le faire marcher. Dans le README, il y a tout ce qu'il faut pour l'exécuter. Vous pouvez rajouter, le modifier. Vous en inspirer. C'est fait pour ça.